Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à notre première rencontre internationale Matices en lenguas extranjeras pour nos auteurs et nos lecteurs. Nous avons une programmation de 3 tables rondes et 3 différents auteurs qui vont nous accompagner de différentes parties du monde. Dans quelques minutes, nous aurons le professeur Fumiya Ishikawa du Japon qui va nous parler plus exactement sur les rôles des collègues stagiaires dans l'entretien d'autoconfrontation croisée et une analyse énonciative du discours en formation des enseignants de FLE. Nous remercions aussi les personnes qui commencent à se brancher avec nous en ce moment à travers nos plateformes YouTube et Facebook. Je me permets de présenter notre auteur invité. Monsieur Ishikawa est professeur à l'université Rikkyō et membre de l'équipe IDAP d'ILTEC de l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Il est formé en sciences du langage à l'université Stendhal Grenoble 3 et en analyse du discours à l'université de Genève et en analyse conversationnelle à l'université de Neuchâtel. Il a soutenu sa thèse L'interaction exolangue, analyse des phénomènes métalinguistiques, continuité et discontinuité entre situations d'enseignement-apprentissage et situations naturelles, à Paris 3 en 2001. Ses travaux portaient principalement sur le processus de transmission de savoir, la catégorisation des éléments constitutifs de l'interaction verbale, la formation des enseignants de français ainsi que le FLE dans son système éducatif confronté aux réformes néolibérales. Il est également écrivain et aviculteur d'espèces en voie de disparition dans le but de leur conservation. Il a récemment publié en français, nous savons quelques exemples. Il a publié L'enseignement du français au Japon, enjeux, perspectives, en contexte en 2018 et le FLE ou français langue extraordinaire, un peu de linguistique pour en connaître davantage. Dans l'année 2021, on dit bonjour à Monsieur Ishikawa. Bonjour. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. D'accord, merci. Je me permets aussi de présenter une autre invitée. Elle s'appelle Sonia Delmas. Elle est docteure en philosophie et en didactique des langues et des cultures. Elle est chercheure associée à la Sorbonne Nouvelle Université des Cultures, didactique des langues, des textes et des cultures. Sa recherche interroge les positionnements épistémologiques dans les choix de contenu transmis. Elle comprend une dimension philosophique et une dimension littéraire. Bonjour, Madame Delmas. Nous avons avec nous aussi Lisette Donoso, la docteure Lisette Donoso, qui va être notre animatrice, notre modératrice pour cette table ronde. Elle est titulaire d'un doctorat en linguistique avec une spécialisation en enseignement des langues de l'Université de Laval à Québec, d'un master en études littéraires de l'Université nationale de Colombie et d'un diplôme en espagnol et en langues étrangères de l'Université pédagogique nationale aussi en Colombie. Elle enseigne actuellement le français comme langue étrangère à l'Université nationale de Colombie et à l'Université pédagogique nationale, où elle est responsable de cours de premier et deuxième cycle. Elle a participé en tant que conférencière à divers événements nationaux et internationaux et possède plusieurs années d'expérience en tant que professeur de français langue étrangère, d'espagnol et de littérature. Elle a été consultante pour l'Institut colombien pour l'éducation supérieure dans le domaine de la communication écrite et de la lecture critique, et ses intérêts de recherche portent sur la formation des enseignants, le développement des compétences métalinguistiques dans la formation dans la langue maternelle et les langues étrangères, et l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Bienvenue, Madame Donoso. Merci, bonjour. Finalement, nous avons quelques autres invités avec nous aujourd'hui. C'est la docteure Edgamire Uribe, qui nous accompagne de l'Université industrielle de Santander ici en Colombie. Et aussi Lady Tatiana Galeano, une étudiante de la filière de philologie et langue de l'Université nationale. Soyez les bienvenus. Je passe la parole à Madame Donoso, qui va être notre animatrice aujourd'hui. Bon, d'accord, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer cette table ronde avec la présentation de l'article écrit par Monsieur Ishikawa
Cette présentation sera suivie par des commentaires de notre invitée, Madame Delmas. Et ensuite, on fera un dialogue avec les participantes à cette table ronde avec des questions qui ont été déjà préparées. Alors, merci beaucoup. Et Monsieur Ishikawa, vous pouvez commencer. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Et je remercie tout d'abord le groupe de Matisse et tout particulièrement Madame Véronique Bélanger d'organiser cette rencontre et aussi pour toutes les participantes de gérer cette table ronde et d'y assister pour commenter mon article que je vais maintenant approfondir un peu à l'oral. Alors, donc, la suivante, cliquez s'il vous plaît. Le diapo. OK. Vers le milieu des années 2000, la formation des enseignants de langue, qui est l'entrée principale de FLE aujourd'hui, a rencontré avec la théorie de l'action appuyée sur la psychologie cognitive. Dans cette tendance, quelques concepts sont créés au sein de la didactique de FLE, comme par exemple le répertoire didactique, qui peut se définir comme l'ensemble des savoir-faire relatifs à l'enseignement, et d'autre part un autre concept appelé agir professoral, qui est la réalisation verbale et non verbale du répertoire didactique. Et se sont alors posé des questions. Comment se développe agir professoral d'enseignement novice à travers l'intégration en classe de FLE? Quels sont les apports formatifs qu'on peut reconnaître dans l'entretien effectué postérieurement par un expert auprès de lui? Et comment contribuent ces deux ordres d'interaction au développement d'un répertoire cognitif chez l'enseignant novice? Cliquez s'il vous plaît. Alors, dans le cadre délimité par ces questions, IDAP a organisé des colloques et journées d'études telles que vous les voyez à l'écran. Et il organisera bientôt, dans 2 semaines, un autre colloque international intitulé Agir professoral et changement. Pourquoi et comment change-t-on quand on enseigne une langue, dans lequel j'interviens aussi dans 2 semaines. C'est celui que vous voyez en bas. Et vous avez aussi à l'écran les informations plus détaillées, le site de notre groupe. La suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, pour réfléchir sur les questions que je viens de présenter, notre groupe a adopté comme méthode un entretien de type d'autoconfrontation croisée. Autoconfrontation croisée, c'est un type de l'entretien rétrospectif mené entre interrogeant, c'est-à-dire un expert, et interrogé, c'est-à-dire le novice. Mais elle se distingue par l'autoconfrontation simple, par le fait que plusieurs autres novices qui ont observé le cours dispensé par le novice interrogé y participent en tant que collègues. Les originalités qu'on peut reconnaître à l'égard de l'adoption de cette méthode dans la didactique de FLE se déclinent peut-être en deux. D'abord, cette méthode de l'observation n'a pas largement été adoptée comme outil pour la recherche dans la formation des enseignants des langues. D'autre part, la formation des enseignants des langues étrangères n'est pas approfondie en tant que sujet primordial, ni dans le cours de l'ergonomie du travail, encore ni dans le champ de l'éducation d'inspiration ergonomique. La suivante, s'il vous plaît. En s'enchaînant sur la thématique que le groupe IDAP s'est donnée, je me suis posé les questions dans mon article qui sont les suivantes. À travers l'analyse des propos prononcés par les collègues de l'enseignant stagiaire en situation d'entretien de type d'autoconfrontation croisée, comment il participe à la construction du discours et quels sont les rôles d'ordre formatif d'un autre ordre qui jouent en face de leurs collègues ayant dispensé un cours. Cliquez s'il vous plaît. Ma réflexion est appuyée sur le corpus d'entretien croisé, d'entretien rétrospectif de type d'autoconfrontation croisée, mais sans image enregistrée, que le groupe IDAP a construit en collaboration avec des enseignants stagiaires spécialisés dans la didactique de FLE et une conseillère pédagogique comme participante. S'il vous plaît, la suivante. De la page 9 à la page 14, vous avez le plan, la page 9, et ensuite les conventions de transcription, la page 10, la suivante, et la bibliographie, les pages 11 à 14, s'il vous plaît. Voilà.
Alors, le discours d'entretien croisé est tout particulièrement caractérisé par 3 éléments suivants. D'abord, il y a 3 types de participants, c'est-à-dire un enseignant, un expert, les collègues. Et deuxième, il est donc construit par une interaction à caractère de trilogue externe, c'est un terme bakhtinien. Et troisième, et dont le discours est polyphonique, c'est aussi le terme bakhtinien, donc il se réfère à un autre discours. Donc c'est un discours qui a été fait en classe. Cliquez s'il vous plaît. En effet, on peut dire que l'objet de discours de session d'entretien croisé s'assimile en effet avec un ensemble de mots d'autrui constitués par les interactions verbales entre enseignants stagiaires et les apprenants de la classe, lesquels se distinguent par leur complexité énonciative. C'est un terme de Banch ou bien Travis. C'est à cet objet que renvoie le discours en situation d'entretien croisé, ce qui lui confère une caractéristique énonciativement complexe, ce que j'ai développé ailleurs en 2012. Pardon. Et ensuite, le discours en situation d'entretien croisé s'oriente praxéologiquement, c'est-à-dire il s'oriente vers les comportements non-verbaux de l'enseignant des apprenants réalisés dans la classe. Par ailleurs, dans le cadre de la formation des enseignants de FLE, l'entretien croisé réalise donc un discours trilogal énonciativement complexe, à la fois externe et interne, et qui renvoie non seulement à un discours lui-même énonciativement complexe, produit dans la classe, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi praxéologiquement aux actions qui sont effectuées pour la transmission des savoirs et du savoir-faire langagier aux apprenants. La suivante, s'il vous plaît. Vous avez donc une image qui illustre les traits énonciatifs de l'entretien croisé. Sur cette image, vous voyez comment se compose l'entretien rétrospectif de type d'autres confrontations croisées. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. En bref, le discours en situation d'entretien croisé est construit en collaboration avec la conseillère pédagogique et les collègues stagiaires ayant l'une comme les autres observé le cours dispensé par notre sujet d'expérience qui est elle aussi l'enseignant stagiaire. C'est tout particulièrement sous les propos de cette enseignante stagiaire et ceux de la conseillère pédagogique ainsi que le dit et le fait produit dans la classe observé que porte le discours des autres enseignants stagiaires dans l'entretien croisé. S'il vous plaît. Nous commençons par dégager quelques particularités de l'échange verbal entre enseignants novices et l'expert, tout d'abord, en situation d'entretien croisé. La suivante, s'il vous plaît. Dans l'extrait 1, l'enseignante stagiaire Marie-Laure ainsi que la conseillère pédagogique mentionne non seulement le dit et le fait produit dans les apprenants en classe, mais aussi comportements verbaux et non-verbaux de Marie-Laure qui font l'objet de l'évaluation de la conseillère pédagogique. Vous voyez à l'écran. L'évaluation n'est pas le seul type d'action que prend la conseillère pédagogique, comme le montre l'extrait 2. La conseillère pédagogique diagnostique le problème et aussi identifie la difficulté produite chez les apprenants. La suivante, s'il vous plaît. Dans tous les cas, c'est pour faire parler à Marie-Laure d'un point de vue objectif d'elle-même, c'est-à-dire il s'agit ici l'objectivation de la subjectivité. L'échange verbal entre novice et l'expert en séance d'entretien croisé est donc marqué non seulement par la réflexivité énonciative, mais aussi par la réflexivité cognitive, c'est-à-dire la réflexion sur le dit et le fait que le novice interrogé a réalisé dans la classe, voire métacognitive, c'est-à-dire la réflexion sur soi-même. La suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est des propos prononcés par les enseignants stagiaires et participants à l'entretien croisé, ils sont caractérisés par le fait suivant, c'est-à-dire que les collègues présentent à l'enseignant interrogé un autre point de vue que celui de ce dernier,
alors que leurs répertoires didactiques en voie de développement comme celui de l'interrogé ne sont pas compatibles avec celui d'un enseignant chevronné, comme vous le voyez dans l'extrait 3, à la page 23, la suivante, s'il vous plaît. L'enseignant stagiaire B signale la difficulté qu'on a dans la conception d'une activité pédagogique à partir d'une œuvre littéraire, ce à quoi la conseil pédagogique lui donne un conseil. La suivante, s'il vous plaît. Pourtant, il y a un point à signaler à cet égard. Les répertoires didactiques des collègues n'ont pas pour autant des configurations identiques à celui de l'enseignant stagiaire. Ils varient de l'un à l'autre. Vous le voyez dans l'extrait 4, à la page 25, donc la suivante. L'enseignant stagiaire AC tente d'identifier l'origine de la stagnation produite dans la classe. Puis il donne un conseil à Marie-Laure, ce qui indique que le répertoire didactique de stagiaire AC n'est pas entièrement le même que celui de Marie-Laure. C'est toujours la conseil pédagogique qui commente pour que toutes les stagiaires peuvent bien s'en tirer. La suivante, s'il vous plaît. En effet, l'interprétation d'un fait ou d'une instance langagière n'est pas toujours la même entre ceux qui tentent de la faire. Dans l'interprétation intervient en effet la subjectivité de l'interprétant. Autrement dit, la description ainsi réalisée est souvent tributaire du point de vue de ce qui interprète l'objet. L'auto-confrontation croisée, au même titre que l'entretien croisé, réagit un contexte dans lequel d'autres tierces personnes d'un niveau presque identique d'expertise fournissent à la personne interrogée des points de vue qui, bien d'un niveau analogue d'expertise, ne sont pas les mêmes que celui de l'expert. Il lui donne l'occasion de relativiser sa subjectivité. La suivante, s'il vous plaît. Dans l'extrait 5, on observe que l'interprétation de la stagnation chez les apprenants se diffère d'une stagiaire à une autre. C'est-à-dire que le collègue de Marie-Laure lui offre un autre point de vue. Alors, je maintenant conclue. Pour l'enseignant stagiaire interrogé en situation d'entretien croisé, les propos des collègues servent d'un autre point de vue relatif à l'interprétation du dit et du fait produit dans la classe et en même temps fournissent comme moteur d'objectivation de la subjectivité pour l'enseignant, fonctionne comme moteur de l'objectivation de la subjectivité pour l'enseignant stagiaire. Les collègues, en tant que collègues objectivants, permettent à l'enseignant novice interrogé de s'apercevoir de ce qui ne pourrait pas remarquer tout seul à l'erreur du dit ou du fait produit dans la classe et peuvent aussi jouer vis-à-vis de leurs collègues un rôle d'étayage. Les collègues fournissent un point de fixation, c'est-à-dire il s'agit d'un point de vue autre que celui d'un enseignant stagiaire et qui lui permet de se libérer d'une idée quelquefois subjectivement trop biaisée, en bref, de relativiser sa subjectivité. Voilà, merci de votre attention. D'accord, merci à vous, Monsieur Ishikawa, pour cette présentation si intéressante. Maintenant, on va écouter Madame Delmas qui va commenter l'article que vous avez écrit et ensuite, que vous avez présenté aujourd'hui. Et ensuite, nous allons faire un dialogue entre tous. Alors, Madame Delmas. Oui, merci beaucoup à Mathis et puis merci à Monsieur Fumiya Ishikawa. Je souhaitais, comme vous l'aviez dit dans ma présentation, peut-être apporter un point de vue par rapport au positionnement épistémologique dans le choix des contenus transmis et essayer de réfléchir aussi à la question des critères qui sont pris en compte quand il s'agit de parler d'une façon réflexive
du cours qui a été présenté. Donc tout d'abord, peut-être revenir sur ce que c'est que la didactique des langues et des cultures. Et ce qui paraît pour moi important dans cette discipline et assez spécifique, c'est le fait qu'on la définit non seulement comme la science de l'enseignement, c'est-à-dire dans sa dimension de recherche, mais aussi comme un art. C'est une science, la didactique, mais c'est aussi un art dans sa dimension d'intervention. Et c'est ce qui fait d'elle une discipline aussi intéressante, mais aussi, il faut bien, je pense, être conscient de la nécessité d'être prudent. Est-ce que ce qu'on avance est vraiment scientifique? Et puis, quels sont les présupposés? Quels sont les enjeux? Quelles sont les injonctions qu'on prend en compte? Alors, autre chose par rapport à la didactique des langues et des cultures, c'est, je pense, toujours très intéressant de voir, en fonction des didacticiens, à partir de quel point de vue ils envisagent la recherche. Et je pense qu'on peut vraiment discerner 3 façons de considérer la didactique des langues et des cultures, selon que le pôle est essentiellement le contenu enseigné, selon qu'on part davantage du point de vue de l'apprenant ou qu'on part davantage du point de vue de l'enseignant. Et dans l'approche qui nous est présentée, en particulier par Monsieur Fumiya Ishikawa et par le laboratoire IDAP du DILTEC, eh bien, le pôle à partir duquel on considère la recherche est celui de l'enseignant, c'est-à-dire comment l'enseignant agit, comment est-ce qu'on peut intervenir de façon à le faire progresser. Et à partir de la réflexivité, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on réfléchit non seulement du point de vue de l'enseignant qui voit et qui réfléchit à ce qu'il a fait, mais aussi à l'aide d'autres enseignants qui sont plus expérimentés et à l'aide de collègues stagiaires. Et comme l'a dit Monsieur Fumiya Ishikawa, c'est ce discours polyphonique qu'il s'agit donc dans l'entretien d'auto-confrontation d'étudier et puis de prendre en compte. Alors donc la question des critères pour penser et juger une action enseignante, je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile. Et beaucoup de didacticiens peuvent s'interroger à la distinction entre les compétences et les connaissances. Qu'est-ce qu'on cherche véritablement quand on est enseignant à transmettre? Est-ce qu'on cherche essentiellement à faire de l'apprenant un acteur social à même de pouvoir agir dans tel ou tel type de situation, ou bien est-ce qu'on cherche essentiellement à transmettre des savoirs désintéressés? Et là, je trouve tout à fait passionnant l'exemple qui a été choisi par Monsieur Fumiya Ishikawa de la littérature. Et effectivement, je pense que là, il y a véritablement des questionnements sur les choix de l'action enseignante. Qu'est-ce qu'on choisit? Et les enseignants stagiaires ont insisté sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans cet enseignement. Alors, donc, la question que je me pose, c'est effectivement, il y a 2 pôles. D'un côté, des compétences et des savoirs d'action. D'un autre côté, des connaissances qui peuvent apparaître plus désintéressées. Mais on peut se demander, et quand on regarde
sur le site du Conseil de l'Europe les principes qui sont ceux qui ont présidé à la rédaction du CECR, qui maintenant le cadre européen commun de référence, et M. Ishikawa a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'intéresse aussi à la contextualisation du CECR, c'est-à-dire que maintenant, dans le monde entier, on entend parler de A1, de A2, de B1, de B2, de descripteurs pour les différentes compétences. Eh bien, tout ceci a été élaboré au Conseil de l'Europe. Et quel est le but du Conseil de l'Europe qu'on peut lire sur le site? C'est la construction d'une culture de la démocratie, ils insistent sur ce point, et la promotion de la paix en Europe. Et donc, il y a un côté, effectivement, qu'on peut aussi interroger aujourd'hui particulièrement, où on peut lire « La paix passe par l'apprentissage de la langue et de la culture de l'autre ». Est-ce que le fait de parler russe en Ukraine permet de vivre en paix? Bon, tout peut être interrogé. Et c'est l'intérêt de la didactique aussi de réfléchir à ces questions. Donc, comme l'indique Daniel Coste, qui a écrit la postface au livre de Monsieur Fumiya Ishikawa, qui a été cité donc dans la présentation sur l'enseignement du français langue étrangère au Japon, eh bien, on peut se demander, quand on observe un cours, quand on parle de son propre cours, quand on cherche à voir comment on peut progresser, eh bien, quels sont les critères? Est-ce que ces critères sont les mêmes quand on est en France, quand on est en Europe, quand on est en Amérique, quand on est au Japon? Il y a toutes sortes d'interrogations qui se posent. Et puis, quand on est en Afrique du Nord, par exemple, dans des pays anciennement colonisés ou dans des pays pour lesquels le français est fortement valorisé, il y a peut-être des façons de percevoir les critères et les enjeux différents. Donc, je voulais revenir rapidement sur ce qui m'a paru particulièrement passionnant de relever dans l'article de M. Fumiya Ishikawa à propos du texte littéraire. Dans l'extrait numéro 3, la conseillère pédagogique indique, vous, donc Marie-Laure, la jeune femme qui a enseigné, stagnez, vous traînassez un peu sur la sensibilisation. Et puis, il y a la stagiaire, il y a une stagiaire qui poursuit et qui dit « Je trouve que le côté communicatif est plus difficile dès qu'on s'attache au texte. » Et elle dit « Quand on passe à l'analyse du texte, alors on ne sait pas trop comment faire parce qu'il faut faire du communicatif en même temps. » Et dans l'extrait numéro 4, donc il y a deux difficultés qui sont avancées par la stagiaire. D'un côté, la longueur du texte, et puis d'un autre côté, le fait qu'il n'était pas sensibilisé suffisamment avant le cours, de façon à pouvoir recevoir ce texte. Et je crois que c'est une stagiaire qui dit « Je trouve que la compréhension, c'est toujours difficile. Et à chaque fois qu'une d'entre nous a travaillé sur la compréhension, soit sur un texte, soit sur une image, on a toutes trouvé ça extrêmement difficile. » Et donc, je pense que ce qu'on peut souligner, c'est que la littérature et le texte littéraire ont été évacués pendant les années 60, les années 70 de l'enseignement du français langue étrangère. Et comme le remarquent Kuck et Gruca dans leur livre,
cet enseignement a été réintroduit en français langue étrangère et il a été validé par l'approche communicative. Et c'est tout à fait passionnant de regarder dans le cadre européen commun de référence, dans le CECR, quels sont les descripteurs. Et effectivement, est-ce que des descripteurs qui vont dans le sens d'un enseignement communicatif permettent d'aider les enseignants à présenter, à faire travailler, à faire comprendre des textes littéraires, ou bien est-ce que dans l'optique de privilégier essentiellement la production, et étant donné qu'il y a toujours un certain nombre d'apprenants dans une classe et que effectivement, si on veut faire produire les apprenants, si on veut les faire parler, eh bien ça prend du temps. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de temps pour la réception du texte et pour l'attention au texte. C'est une vraie question qui se pose. Et donc, je pense que cette question, vous stagnez, vous traînassez un peu sur la sensibilisation. Comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que il y a des injonctions à faire produire, à rentrer dans une approche communicative, actionnelle, et peut-être que le texte littéraire requiert, appelle un temps de réception qui n'est pas suffisamment laissé peut-être. Alors donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, l'entretien d'autoconfrontation peut aller dans le sens d'une standardisation des pratiques. Vous devez faire ceci, vous devez respecter tel descripteur, je vais pouvoir cocher et effectivement objectiver et évaluer d'une façon qui peut être acceptée par les apprenants, par les collègues et puis par les enseignants experts. Et pour respecter des injonctions d'efficacité et d'utilité, eh bien, on peut standardiser nos pratiques et ne pas être peut-être autonome en tant qu'enseignant dans sa classe. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut insister sur le fait que l'entretien d'autoconfrontation peut être une chance extraordinaire, et en particulier pour les enseignants qui sont débutants, de développer leur pratique parce que ça leur permet de saisir ce qui fait difficulté et donc d'avoir une conscience réflexive des difficultés qui peuvent se poser, et ça peut permettre d'échanger avec les enseignants plus expérimentés, avec les pairs aussi. Et c'est un terme sur lequel a insisté aussi M. Ishikawa, c'est le terme de sens. Et qu'est-ce qui fait sens, aussi bien pour les apprenants que pour les pairs, que pour soi, que pour les enseignants expérimentés? C'est ça qui est au centre certainement de la recherche. D'accord, merci beaucoup Madame Delmas. Madame Delmas a déjà attiré notre attention sur plusieurs points intéressants de l'article qui ont rapport avec la didactique des langues, le rôle de l'enseignant, le rôle de l'apprenant, les politiques linguistiques internationales, etc. Plusieurs sujets que l'on pourra continuer à développer maintenant. Maintenant, on va poser quelques questions de la part des participantes qui ont déjà préparé quelques questions pour vous. On va commencer par une question de Lady Tatiana, ensuite avec une question de Edgar Mireya, et vous pourrez donc vous deux ajouter et répondre aux questions ou faire des commentaires.
Alors, Lady, tu veux commencer? Ok, bonjour à tous et merci de partager avec nous vos connaissances. Et c'est un sujet très intéressant. J'ai trouvé la lecture très enrichissante aussi. Alors, d'après ça, j'ai préparé quelques questions, quelques doutes que je me suis posées après cette lecture. Pour commencer, je voudrais vous demander, Monsieur Ishikawa, est-ce que l'on peut utiliser l'entretien de confrontation croisée dans d'autres domaines différents à la pédagogie? Je réponds tout de suite. Oui. D'accord. Mais en fait, donc, cette méthode de confrontation croisée est développée dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans la psychologie cognitive, de développement mental. Alors, donc, c'est un champ plutôt vaste. Et puis, comme j'ai dit dans ma présentation, donc, nous, les chercheurs en didactique des langues, adoptent cette méthode pour analyser ce qui se passe dans la formation des enseignants de langue. Donc, a priori, cette méthode peut s'appliquer à d'autres domaines. Ok, merci. Oui, c'est une méthode très enrichissante parce que bien sûr, on peut faire une rétroalimentation entre tous et ça devient tellement intéressant parce que comme a dit Madame Delmas, bien sûr, c'est très intéressant pour les personnes qui commencent, qui sont débutantes dans plusieurs domaines. Ok, merci de votre réponse. D'accord. Alors, nous allons continuer avec une question de Edgar Millet. Mais si, par exemple, Madame Delmas, si vous voulez ajouter quelque chose après la réponse de Monsieur Ishikawa, vous pouvez le faire, bien sûr. Alors, Edgar Millet. Oui, bonjour tout d'abord et je tiens à vous remercier, Monsieur Ishikawa, pour votre intervention, à Madame Delmas pour vos réflexions et vos précisions, et à la revue Matisses pour cette belle rencontre académique et de recherche. C'est toujours très enrichissant de connaître les projets qui se déroulent dans d'autres endroits de la planète par nos collègues. Et je suis ravie de voir que notre chère Université Paris 3 est ici présente. Moi aussi, je suis docteur de l'Université Paris 3. Alors, pour ma part, je voudrais souligner cette notion de répertoire didactique appliqué à la formation des enseignants du FLE que vous avez introduite dans votre arrière-plan. Je crois que c'était la deuxième ou troisième diapositive. D'une perspective didactologue, nous avons la notion aussi de répertoire linguistique individuel qui renvoie au fait et là je voudrais citer, que tous les individus sont potentiellement ou effectivement plurilingues. Vous avez cité Madame Sicurel, que j'apprécie énormément, et elle a affirmé que l'intérêt, et là je cite aussi, pour les discours didactiques et les interactions en classe, a mobilisé pendant une bonne trentaine d'années, je crois que maintenant une bonne quarantaine d'années, la recherche en didactique des langues. Lady disait par exemple que c'était très bien et la question qu'elle posait, est-ce que ça peut aller dans d'autres domaines? Et la réponse de M. Ishikawa a été directe, oui, effectivement. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement, et passionnant en même temps, ce n'est pas seulement que cet entretien ait été dirigé de cette façon-là, mais le plus intéressant pour moi, c'est toute cette réflexion et les outils utilisés du point de vue de la recherche. Et ce que vous avez dit du groupe IDAP d'ILTEC, c'est vraiment génial que vous soyez là. Bon, dans ces contextes, j'ai donné le contexte jusqu'à présent, je voudrais vous demander comment relier le répertoire didactique des enseignants, ce qui vient de notre part, avec le répertoire linguistique individuel que nous devons aider à développer chez nos apprenants dans la formation vers le plurilinguisme. Et là, j'additionne, parce que Madame Delmas a parlé de la promotion de la paix. Et c'est vrai, dans ce plurilinguisme qui devrait aller vers cette
quête, cette promotion de la paix? Oui, alors on commence avec Monsieur Ishikawa et ensuite Madame Delmas, si vous voulez ajouter quelque chose. Ok. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette commentaire et les questions. Et puis, donc, votre question consiste à me demander quelle est la différence entre le répertoire linguistique de l'individu et le répertoire cognitif, didactique de l'enseignant. Mais en gros, donc, on pourrait dire que ce sont des répertoires, en tout cas cognitifs, qui englobent ces deux répertoires, deux sortes de répertoires. Et puis, le répertoire linguistique de l'individu, c'est plutôt celui des apprenants qui apprennent, par exemple, une langue étrangère et d'autres langues. Et puis, par contre, le répertoire didactique de l'enseignant, c'est un répertoire qu'il met en œuvre pour enseigner des langues aux apprenants. Donc, on peut trouver là la différence entre ces deux répertoires, mais en gros, ça fait partie du répertoire cognitif d'être humain, quoi. Pour ajouter peut-être un point, c'est toute la question, à mon avis, très difficile de l'articulation de l'individuel et de l'individualité de l'apprenant qui doit être prise en compte et de l'individualité aussi de l'enseignant qui ne se résorbe pas entièrement dans un répertoire normatif. Et il y a, je pense, après, il faut développer une piste de recherche, en tout cas, de cette langue qui est intermédiaire entre la langue de l'individu et puis la langue qu'on lui demande d'apprendre, entre la langue étrangère et la langue maternelle, tout ce territoire un peu de l'interlangue qui renvoie aussi à la littérature. Et un philosophe qui s'appelle Deleuze disait que toute œuvre littéraire est écrite en langue étrangère. Et c'est aussi important de ne pas résorber cette langue étrangère dans un répertoire qui serait figé. D'accord, merci beaucoup à vous deux pour les réponses. On va donc continuer avec une autre question de Lydie. Ok, donc bon, je vais toucher à une autre partie du texte. C'est par rapport, et il existe l'entretien de confrontation, c'est normalement avec un expert et l'autre personne qui veut montrer son cours, alors dans le domaine de la pédagogie. On voit son cours et on parle entre l'expert et la personne qui montre son cours, non? Mais dans l'entretien de notre confrontation croisée, on trouve un trilogue. C'est l'expert alors et l'enseignant débutant ou novice que vous nommez, et ce sont les pairs aussi. Donc, dans ces cas-là, vous nous dites alors que c'est un trilogue externe. D'après ça, je vous pose la question, Monsieur Ishikawa. Alors, c'est pourquoi est-ce que vous parlez d'un trilogue externe? Est-ce que c'est là un rapport avec le dialogue interne et externe dont vous parlez aussi sur le texte? Alors, donc, trilogue, externe et interne, ce sont des termes de Bakhtin. Donc, si on dit par exemple discours externe ou bien interaction externe, donc, on parle d'une situation où interviennent plusieurs personnes en chair et en os, c'est-à-dire plusieurs personnes qui interviennent dans cette situation-là. Alors là, Bakhtin appelle la situation ou bien un dialogue ou bien un trilogue externe. Et puis, s'il y a trois personnes qui interviennent,
on dit à ce moment-là trilogue. Et puis, par contre, le dialogue interne, c'est un discours dans le discours, ou bien c'est un discours sur le discours, c'est-à-dire il y a des paroles rapportées. Par exemple, il m'a dit quelque chose. C'est quelque chose, c'est un dialogue, ce sont des propos rapportés dans le sujet, dans les paroles de sujet qui parlent. Donc, à ce moment-là, on dit c'est un discours interne, quoi. D'accord? Okay. Et dans l'entretien croisé, comme il y a 3 types de personnes, donc il y a toujours des trilogues externes, mais dans chaque parole, il y a un autre discours qui a été rapporté. C'est-à-dire, c'est un discours qui ont été produits dans la classe. Okay. Ok, merci, oui. Alors, c'est-à-dire, c'est un discours qui c'est aussi à voix haute, que vous avez dit aussi que ça fait rapport aussi à un discours externe, oui? C'est aussi un discours externe aussi, okay. L'entretien croisé. Alors, pourquoi on appelle un trilogue externe? Ok, merci de votre réponse. Est-ce que j'ai le temps de rajouter un point? Oui, bien sûr. Oui, donc là, je trouve aussi que dans cet article, il y a vraiment de quoi réfléchir longuement et à partir de cette notion de discours polyphonique et toute cette question des interprétations. Il y a un philosophe qui est intéressant, c'est Ricoeur, et l'importance de ne pas résoudre non plus le conflit des interprétations. Il y a des interprétations qui sont différentes, il y a des discours qui sont différents et qui s'échangent. Et donc, c'est important de maintenir cette polyphonie. D'accord, merci beaucoup et pour ces réponses. On va continuer avec une autre question de Edgar Mileya. Oui, c'est une question, je ne sais pas, je me sens un peu bizarre de poser cette question parce que je crois que les réponses viennent d'être données, mais justement dans la même perspective de Tatiana, Madame Delmas vient de le faire aussi, et elle l'avait déjà fait dans son intervention. Elle avait souligné le discours polyphonique et un exemple tiré de la littérature choisie par M. Ishikawa. Dans ce sens, je vous dis que pour moi, ça a été surprenant quand j'ai vu que M. Ishikawa faisait appel à la théorie bakhtinienne pour analyser aussi dans son texte et faire cette analyse, cette recherche. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Pour moi, ça commence à être plutôt clair parce que je connaissais la théorie bakhtinienne surtout dans l'analyse littéraire ou dans l'analyse de certains discours. Mais pour moi, c'était vraiment une nouveauté de le voir comme ça dans une analyse didactologue. C'était ça. Plutôt un commentaire qu'une question parce qu'elle a déjà beaucoup avancé dans la réponse. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cela. À moi? Non. Bon. Okay, merci beaucoup pour cette remarque. Mais en tout cas, donc, comme Sonia a dit tout à l'heure, donc, il s'agit, donc, dans notre métier, plutôt, c'est pas vraiment la didactique des langues et des cultures, mais plutôt la didactologie. C'est-à-dire que ça fait partie de sciences. Et donc, on est invité à analyser du point de vue linguistique ou bien un autre point de vue de ce qui se passe dans la classe ou bien dans la situation de formation des enseignants. Ça, c'est pour ça que j'ai
que je suis fait à la référence de la théorie bakhtinienne. Pour moi, c'est une méthode, c'est un point de vue qui permet de regarder ce qui se passe dans la classe objectivement. Bon, d'accord, merci beaucoup. Il nous reste encore 4-5 minutes de discussion. Donc, Lady avait préparé 5 questions, mais je vais vous demander de choisir une de ces questions pour poser et pour finir avec une question de Lady et une dernière question de Edgar Mileta, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc merci. Bon, oui, j'ai une quatrième question. Et bon, c'est ma question numéro 4, alors j'ai choisi ça. Et comment éviter que cet outil ne soit pas un exercice de critique malentendu, mais d'une rétroaction permettant de promouvoir un environnement stable et tranquille? Alors, parce que comme nous avons vu sur le texte, il y avait une personne qui pleurait d'après les commentaires de ses pairs. Alors, ça peut être aussi un sujet très délicat au moment de le développer, non? Parce que c'est pas facile, on aime toujours écouter, bon, tu es en train de faire cette chose ou cette autre de cette manière et tu peux améliorer dans cette partie. Alors, je sais que pour nous, les personnes, surtout quand on étudie, donc, c'est son domaine. Alors, comment recevoir aussi ces critiques d'une manière, d'une rétroaction et aussi d'une manière positive? Oui, Monsieur Ishikawa. Oui, et donc, comment recevoir cette critique? Je n'ai bien compris. Comment éviter que cet outil ne soit pas un exercice de critique et malentendu, mais d'une rétroaction permettant de promouvoir un environnement stable et tranquille? Alors, comment développer cette interview d'une manière positive aussi pour l'enseignant débutant? Alors, en tout cas, l'entretien rétrospective, ça sert à une occasion de réfléchir sur soi-même. Hein. Et puis, donc, voilà, c'est une occasion. Ça fait partie de la formation des enseignants. Et puis donc c'est à partir de cette expérience, l'enseignant stagiaire pourrait peut-être acquérir la compétence de réfléchir sur soi-même, mais dans une situation autonome. Bon, c'est ça. Le but de l'entretien rétrospectif. L'important pour moi, l'important pour les enseignants stagiaires, c'est réfléchir sur soi-même, même après la formation. Comme ça, on peut peut-être être un enseignant autonome, sans avoir recours à d'autres personnes ou bien de l'expert. Ok, donc merci. Madame Delmas, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cela par rapport à cette question. C'est toujours difficile parce que l'enseignement, ce sont toujours des individus. Et c'est difficile. Il peut y avoir des personnes qui mettent en confiance et qui nous permettent de devenir meilleurs. Et il peut y avoir des personnes qui ne permettent pas nécessairement de devenir meilleurs. Moi, personnellement, je pense que c'est la passion pour le contenu qui fait la différence. Mais ça, c'est mon point de vue, parce que quand je suis passionnée par ce que je fais, je sais que les élèves sont aussi passionnés par ce qui se passe. Tandis que quand je suis moins passionnée par telle ou telle chose, eh bien, peut-être que les apprenants accrochent moins aussi. Donc, je pense que pour aider les enseignants débutants, il faut aussi beaucoup insister sur le sens du contenu et qu'ils aiment enseigner tel ou tel contenu.
D'accord, merci beaucoup. On va finir avec une question de Edgar Mireia. Oui, nous avons, je crois, 2-3 minutes pour finir. Edgar. Oui, bon, déjà pour finir, c'est une question plutôt par curiosité. Alors, c'est une toute petite question. Nous aussi, à Bucaramanga, on a des stagiaires et je voudrais savoir, Monsieur Ishikawa, comment les collègues stagiaires sont-ils choisis? Non, c'est un donc. Alors, on a observé des classes, donc ça, ce sont des groupes de Master FLE, si je ne me trompe pas. C'était ainsi, Master FLE. Et puis, donc, il y a plusieurs enseignants stagiaires qui donnaient des cours. Hein. Et puis, après, donc, c'est Marie-Laure qui a accepté d'être observée. Et puis, on a demandé à d'autres stagiaires si ils peuvent assister à cet entretien croisé. Bon, alors merci beaucoup à Monsieur Ishikawa pour avoir présenté son article tellement intéressant, à Madame Delmas pour la réflexion faite qui nous a fait réfléchir sur plusieurs points de cet article, et merci beaucoup aussi à Lady Tatiana et à Edgar Mireia pour les questions qui ont permis d'élargir la discussion et d'aller un peu au-delà de ce qui était présenté par l'auteur et notre invité. Oui, alors Manuel. Merci. D'accord, donc je vous remercie aussi tous d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir accepté cette invitation. Et on est très content de compter sur vous pour cette première rencontre. On vous attend dans la deuxième si possible. Et on remercie aussi le public qui reste branché dans notre chaîne YouTube et Facebook en ce moment. Et on vous invite tous à participer de notre prochaine table ronde qui sera en espagnol. Contaremos con la compañía de la profesora Sara Quintero Ramírez, que nos va a hablar sobre algunas funciones de diferentes formas verbales en notas periodísticas deportivas en inglés. Donc, on vous remercie énormément et jusqu'à une prochaine opportunité. Merci, professeur. Merci beaucoup.